Alors déjà, pour me représenter globalement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien Reynard, je suis investisseur immobilier depuis plusieurs années aux États-Unis. J'ai investi personnellement dans plusieurs États américains. Je suis également agent licencié en Floride. Donc depuis des années, j'accompagne des investisseurs francophones dans leurs acquisitions aux États-Unis. Et voilà, donc j'ai plutôt l'habitude de faire ça, toujours sur des logiques eh bien de ciblage de biens à rendement, ou en tout cas de biens d'investissement. C'est clairement là-dedans que je suis spécialisé. Et donc aujourd'hui, j'agis principalement sur un comté du sud-ouest de la Floride, qui est le Charlotte County, qui se situe en fait entre la grosse aire urbaine de Tampa et donc au sud de Tampa et au nord de au nord de Fort Myers. Voilà, deux villes pardon, sur la côte ouest de la Floride. Aujourd'hui, l'idée du webinaire, c'est clairement de vous apporter des éléments complémentaires à un webinaire que j'ai fait il y a quelques semaines concernant la Floride, et de refaire un point du coup pour ceux qui avaient raté le webinaire et apporter des éléments complémentaires sur bien, ce qui est en train de se passer actuellement sur les marchés immobiliers aux États-Unis et en Floride plus particulièrement. Le Covid a amené tout un tas de changements que l'on a vécu, que l'on est encore en train de vivre aujourd'hui. Et du coup, je voulais essayer d'apporter quelques éléments de réponse, mon point de vue aussi, que vous n'êtes pas du tout obligé de partager, mais en tout cas, essayer de vous partager ce que l'on vit sur le marché ici aux États-Unis. Du coup, pour commencer et pour dérouler un petit peu les choses de manière pragmatique, j'ai préparé un petit support pour commencer à vous apporter des éléments, bien sûr. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, pour commencer, déjà, j'ai fait un peu un état des lieux de ce qui se passe sur le marché actuellement. J'ai pris un chiffre déjà de manière, un chiffre macroéconomique pour vous donner déjà un élément tangible. Il faut savoir qu'en un an, aux États-Unis, donc entre janvier 2020 et janvier 2021, les prix des biens immobiliers ont augmenté de 10%, ce qui est énorme. Et donc, en moyenne, jusqu'au mois de janvier, le prix en moyenne d'un bien immobilier était de 269 000 $. Je redis bien, c'est janvier parce qu'on est désormais en octobre et évidemment, les choses ont encore évolué à la hausse, sans doute. En tout cas, de manière macroéconomique, c'est les chiffres qui ressortent. Mais déjà, ça vous donne une perspective sur l'impact du Covid sur les biens immobiliers. Alors, euh, pour parler plus précisément de la Floride, la tendance est la même, elle est même supérieure, puisque en moyenne, une maison en Floride en 2021 se négocie 317 500 $, avec une augmentation en un an qui est de près de 20%. Donc, on est vraiment sur des prix qui sont encore plus forts. Et les prédictions pour l'année qui arrive, 2022, seront sans doute au moins d'une augmentation de 10% de la valeur des biens. Donc, très clairement, on est sur des biens qui ne font que prendre de la valeur. Alors, c'est lié à plusieurs choses. J'ai essayé de relister au moins 4-5 choses qui font qu'on en est arrivé à ce stade, qu'on est sur des augmentations qui sont énormes. Et aujourd'hui, on est sur beaucoup de marchés qui sont dits des marchés de vendeurs, c'est-à-dire que les acheteurs doivent subir la situation plutôt que choisir et essayer de négocier les choses. Aujourd'hui, dans beaucoup d'États, beaucoup de régions aux États-Unis, le fait qu'il y ait peu de biens disponibles et effectivement le fait que les prix ne font qu'augmenter, les acheteurs doivent se plier aux exigences des vendeurs. C'est ce qu'on appelle un seller market. La première chose qui fait que les prix ont autant augmenté et aussi rapidement, c'est déjà l'accès au financement, puisque les taux ont beaucoup diminué par conséquence avec l'apparition du Covid. Et donc, les taux d'emprunt ont atteint des minimums qu'on n'avait jamais connus aux États-Unis. On a même passé la barre en dessous des 2% à un moment donné. Alors, dans certains cas, j'entends, pour l'acquisition d'une résidence principale pour les Américains, mais en tout cas, ça donne une bonne idée déjà d'un premier vecteur qui a évidemment permis à des gens d'acquérir de l'immobilier à moindre coût. En tout cas, ça a poussé les investisseurs à acheter puisque l'argent de la banque était très peu cher et encore aujourd'hui peu cher. J'ai encore bien sûr des clients qui sont en cours d'acquisition,
moi-même, je fais encore des acquisitions avec, aujourd'hui, encore, on travaille sur du financement pour certaines de mes acquisitions avec certains courtiers avec qui je travaille. Et effectivement, bah, vous avez encore des taux d'emprunt et des conditions d'emprunt qui sont très favorables à de l'acquisition. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, le Covid a aussi, eh bien, par effet de domino, entre guillemets, permis aux ménages de beaucoup plus épargner qu'en temps normal. Ça a été eh bien l'apparition du télétravail, donc déjà des coûts de transport, des coûts divers qui étaient liés à, au travail, pour aller travailler sur site, qui évidemment ont été effacés. Vous avez eu aussi un certain nombre de personnes qui ont eu accès à des programmes sociaux et donc qui leur ont permis d'épargner plus. En parallèle, le gouvernement, et c'est un autre point qu'il faut noter, notamment aux États-Unis, a apporté eh bien, beaucoup de support financier, aussi bien aux ménages qu'aux entreprises. Alors, les ménages ont reçu ce qu'on a appelé le stimulus check. Il y a eu plusieurs chèques, tout simplement, qui ont été envoyés à une grande partie des ménages américains. Comme ça, vous receviez un chèque pour tout simplement vos dépenses. Et également les entreprises. Alors, il fallait faire un certain nombre de démarches pour pouvoir accéder soit à de l'emprunt à taux très favorable, mais dans certains cas, c'était même tout simplement des dons, en tout cas des supports financiers pour permettre aux entreprises de continuer à vivre. Donc effectivement, tout ça a eu de l'impact aussi sur les marchés immobiliers. Un autre aspect important, c'est que donc d'un côté, on a eu tout ce support financier. Donc aujourd'hui encore, il y a beaucoup de cash dans l'économie disponible. Euh, et donc, bah, ça a permis à des gens de facilement acquérir des biens. Et puis d'un autre côté, vous avez des vendeurs qui, pour certains, eh bien, ont décidé de prévoir la vente de leurs biens plus tard, de décaler la mise en vente de leurs biens. Et donc, ça a créé en fait une pénurie de biens. C'est toujours le cas aujourd'hui parce que, eh bien, il y a des vendeurs qui ne veulent pas vendre, qui se projettent moins facilement. Et donc, ça a créé tout simplement une tension sur le marché. On a également vu eh bien, la conséquence d'un manque d'investissement depuis plus de 10 ans aux États-Unis sur la construction de biens résidentiels. En fait, avec la crise subprime qui a eu lieu en 2008, effectivement, le temps que la machine redémarre, eh bien, on avait un niveau de construction qui était trop faible. Et donc, bah, aujourd'hui, on voit clairement la conséquence de tout ça, c'est qu'on a besoin. Alors, c'est pas vrai sur toutes les zones. Je parle de manière encore une fois macroéconomique, mais c'est vrai dans certaines zones, on voit très clairement qu'on a un gros problème de construction, quoi. Il y a de l'inventaire parfois sur certains secteurs qui est manquant et qui sera manquant pendant des années, à mon avis, parce qu'il faut construire des biens, parce qu'on a des phénomènes migratoires qui sont en cours. Je vais revenir là-dessus, mais c'est un peu tous ces aspects-là, notamment, enfin, ces points que j'ai notés, qui sont, à mon sens, aujourd'hui, les points les plus frappants pardon, et qui amènent eh bien, à cette augmentation de manière globale. Alors, malgré tout, j'ai remis un chiffre en termes de rendement. On arrive encore aujourd'hui en Floride à trouver des biens de rendement, même si on a des prix qui augmentent. Alors, effectivement, sur des grosses aires urbaines comme Miami, que beaucoup d'entre vous devez connaître, on a aujourd'hui des rendements qui sont beaucoup plus faibles. Mais sur des zones plus ciblées, notamment nous sur Charlotte County, les prix ont augmenté énormément sur Charlotte County. Vous voyez le chiffre, 23% d'augmentation sur les maisons individuelles en 2020. Malgré tout, les loyers ont aussi énormément monté. Et donc, on arrive toujours à trouver du rendement. Et le fait qu'aussi il y ait de la rareté sur les biens disponibles crée de la rareté sur le marché du locatif. Et donc, effectivement, on a des loyers qui se stabilisent et même qui sont en perpétuelle augmentation. Aujourd'hui, c'est vraiment un marché de propriétaires. Il y a tellement peu de biens disponibles que vous pouvez facilement bah, louer plus que ce que le marché que la réalité du marché en fait. Euh, donc on a vraiment euh, un marché qui est assez particulier et je pense qu'il faut arriver à lire le marché de manière beaucoup plus de manière assez précise. Je reviendrai, j'ai préparé un slide là-dessus pour bien comprendre. Il y a actifs et actifs. Il faut sans doute se concentrer sur certains actifs et pas acheter de manière globale. Et surtout, il y a marché et marché. Là, je vous ai donné des chiffres un peu globaux, mais il faut vraiment affiner les choses pour acheter au bon endroit. C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier, puisque clairement, on voit déjà qu'il y a des marchés qui sont en récession depuis peu
suite à la forte augmentation qu'il y a eu. Pour revenir sur donc la Floride et plus précisément le marché sur lequel j'agis personnellement, qui est donc le Charlotte County, c'est un comté, donc, comme je vous le disais, du sud-ouest de la Floride, que peu d'Européens connaissent, mais qui est encore aujourd'hui à bâtir. Même les Américains redécouvrent cette côte qui a été beaucoup moins développée que la côte est de la Floride, notamment le sud-est, entre Palm Beach et Miami. C'est un marché historiquement qui a été plébiscité par des couples, on va dire, de pré-retraités ou retraités qui venaient en vacances ou se faire construire une résidence pour la retraite, qu'on appelle les snowbirds aux États-Unis, et donc qui voilà, se faisait construire une maison. C'est un comté où il y a 200 000 habitants à l'année, mais c'était déjà un comté qui était en forte voie de développement, puisqu'entre 2009 et 2019, je vous donne un chiffre qui est assez frappant, l'aéroport local de Punta Gorda a vu son trafic aérien multiplié par 10. Donc en gros, en 2009, on avait à peu près 150 000 personnes qui atterrissaient à Punta Gorda. En 2019, on était à 1 600 000 personnes. Euh, Avec le Covid l'année dernière, on a eu bien sûr une récession puisque l'aéroport a été fermé pendant quelques semaines, comme ça a été le cas de partout, et puis les gens étaient plus réticents à voyager. Malgré tout, Punta Gorda a fait un score de 1 300 000, donc une récession beaucoup moins importante que d'autres aéroports, de grands aéroports internationaux. Je pense notamment à Roissy-Charles de Gaulle en France, qui a reculé de près de 70%. Donc, on a été quand même beaucoup moins impacté par ça. On a aussi une clientèle de tourisme principalement, puisque c'est le gros de l'économie localement, qui est une clientèle domestique, pardon, qui est une clientèle américaine. Le gros de ces clientèles, donc plutôt de personnes de seniors, vient des États du Nord, notamment du Midwest, de l'Ohio, de l'Illinois, du Michigan, de tous ces États en fait plutôt industriels et froids, et vient en fait chercher le soleil, tout simplement. Alors cette clientèle, la grosse nouveauté, c'est que avec le Covid, on a eu l'apparition d'une nouvelle clientèle avec l'arrivée de familles notamment, de plus en plus importantes, et qui viennent d'États assez nouveaux pour la région. Alors, des gens qui viennent notamment de la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire des États autour de New York, et également des gens qui viennent de l'Ouest américain. Ça, c'est plutôt nouveau, notamment Colorado et Californie sont aujourd'hui des gros acheteurs sur le Charlotte County. Et donc, c'est des gens qui viennent aussi avec des moyens. C'est des gens qui viennent se relocaliser, donc des gens qui viennent travailler sur le Charlotte County. Alors, c'est vrai aussi parce qu'on a un boom de la construction, donc on a des gens qui viennent travailler localement, notamment dans le domaine de la construction, mais c'est surtout des gens qui aujourd'hui sont en télétravail et qui ont la possibilité et l'accord par leur entreprise de travailler à distance, faire un voyage par mois et tout simplement bénéficier bien d'un effet de pouvoir d'achat grandissant, puisque généralement ils gardent leur salaire et ils viennent sur un comté où le pouvoir d'achat est beaucoup moins important. C'est aussi, il faut comprendre qu'aux États-Unis, les niveaux de taxation ne sont pas les mêmes d'un État à un autre. En moyenne, un New-Yorkais qui vient s'installer en Floride va économiser 14% d'impôts, donc ce qui est assez important, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de gens qui viennent, bien sûr, s'installer. Mais c'est assez criant. Vous êtes au feu rouge sur une des rues du Charlotte County, de Port Charlotte, de Rotonda ou d'Inglewood. Vous voyez au feu à peu près actuellement, je dirais, un tiers à un demi à 50% des plaques qui ne sont pas des plaques de Floride. Je parle des plaques d'immatriculation des voitures. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est visible et qui est grandissant. Donc, on a une clientèle qui aujourd'hui est en train de rajeunir, plus active. C'est des gens aussi qui ont des besoins qui sont différents. Mais en tout cas, ça supporte énormément le marché. Donc, on a des fondamentaux économiques qui, à mon sens, sont très bons, puisqu'on a tout simplement des gens qui viennent s'acheter en grande majorité une résidence principale. On a aussi des gens qui continuent à développer une résidence secondaire. On a toujours cette clientèle, plutôt 55 ans et plus, qui continue encore plus que jamais à investir sur le comté. Donc, on a tout un tas de personnes qui sont à la recherche aussi bien de biens à acheter et aussi de biens à louer en long terme. Également, la location court terme est toujours en forte augmentation, puisqu'on a toujours des gens qui recherchent le côté abordable, bien sûr, qu'offre cette côte-là par rapport au sud-est de la Floride, puisque vous pouvez vous payer des vacances de manière beaucoup moins chère, avec un paysage qui est, à mon sens, tout aussi sympathique, beaucoup plus naturel, beaucoup plus proche aussi de, on va dire,
de ce qu'on appelle old school Florida, c'est-à-dire la Floride un peu plus authentique. Donc, ça plaît beaucoup et c'est ce qui draine toutes ces personnes à venir s'installer sur notre county, tout simplement. Du coup, je voulais revenir, donc, comme je vous disais, sur le slide que j'ai préparé sur le fait que oui, les marchés sont grandissants de partout aux États-Unis. Globalement, quand on prend les choses, le chiffre est positif. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a des marchés qui, à mon sens, vont être moins intéressants que d'autres, voire même qui peuvent être risqués. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut bien sûr réfléchir à quel type d'actifs il faut acheter. Aujourd'hui, clairement, ce que la plupart des gens recherchent, aussi bien à acheter ou à louer, c'est de la maison individuelle. En tout cas, des biens où vous avez un espace extérieur, où vous avez la possibilité d'avoir un extérieur privé pour vous. Donc clairement, la maison s'impose beaucoup plus que l'appartement, même si sur certaines zones très urbanisées, très grandes villes, le condominium, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire l'appartement, a encore un intérêt et continue sa prise de valeur. Mais à mon sens, la maison individuelle en termes d'investissement reste plus que jamais la meilleure chose, surtout pour des investisseurs étrangers, puisque vous avez une facilité et un contrôle total de l'actif. Il n'y a pas d'enjeu de copropriété. Vous pouvez faire un choix total. Et puis, globalement, nous, sur le comté sur lequel on travaille, le Charlotte County, 80% du parc immobilier, c'est de la maison individuelle. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des biens disponibles. En plus, une grosse partie des biens sont assez récents. Donc, ça, c'est quand même un aspect aussi intéressant quand je parle de biens récents, des biens en moins de 25 ans, généralement sur notre county. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, je privilégie clairement la maison individuelle. Ça, c'est certain. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, généralement aussi, les condominiums, donc les résidences d'appartements, viennent avec des charges, bien sûr, qu'on appelle des HOA, des Homeowner Association. Ces charges peuvent être très élevées parce que généralement, il y a des services qui sont liés dans ces résidences qui ont été développées. Vous avez généralement une piscine, vous avez également parfois une salle de sport, vous pouvez avoir un voiturier. Bon, ça dépend quel type de choix que vous faites. Généralement, vous surpayez un peu ça. Vous pouvez avoir également ce qu'on appelle des special assessments, c'est-à-dire que l'association peut décider de refaire certaines parties communes. Et là, vous pouvez pas vraiment avoir de mots à dire. Et donc, vous devez juste payer tout simplement ce qu'on vous demande de payer. Alors, ils vous mettent en place des plans de financement sur plusieurs années parce que parfois, ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais de mon expérience, je trouve que c'est un petit peu, c'est un peu trop, et surtout, c'est pas du tout rentable de rentrer dans ce schéma-là. C'est pour ça que, encore une fois, je pense que la maison individuelle est la meilleure chose. Le Covid, comme je l'ai notifié sur le slide, a redistribué les cartes. Ce que je veux dire, c'est que clairement, il y avait des phénomènes qui étaient déjà en cours avant le Covid, qui ont été accélérés. Ça, c'est certain. Nous, le phénomène qu'on est en train de vivre en Floride d'immigration massive des résidents d'autres États, pardon, est un phénomène qu'on connaissait déjà avant, mais qui s'est tout simplement accéléré. Il y a quand même eu des découvertes. Là, je vous parlais des couples, des familles qui s'installent sur Charlotte County. Ça, c'est un phénomène qui est clairement apparu avec le Covid, et tant mieux. Mais clairement, le Covid a eu un impact très important, et je pense que ça va durer, puisqu'il y a des gens qui ont vécu, et bien sûr, d'un État à un autre, les choses ne sont pas vécues de la même manière. Un New-Yorkais versus quelqu'un qui vit en Floride n'a pas vécu du tout le Covid de la même manière. Les prises de décision politiques sont propres à chaque État, parfois même à chaque county, chaque ville même. Et du coup, vous avez effectivement une conséquence sur les résidents qui n'a pas du tout été la même, bien sûr. Donc, on a quand même eu, on va dire, une sensation de liberté qui était beaucoup plus importante en Floride par rapport à la plupart des autres États américains. Et aujourd'hui, c'est ce que aussi, je pense, cette sécurité-là que recherchent certains résidents d'autres États, plus au nord notamment, qui ont vécu un Covid, des restrictions plus importantes. C'est aussi un critère qui fait qu'ils choisissent la Floride comme nouvelle terre d'accueil. Voilà.
Je reviens sur un aspect aussi que vous avez peut-être noté. En tout cas, je vous passe l'information si vous ne l'avez pas vu. Le gouvernement Biden a clairement explicité dans la presse que les frontières allaient réouvrir début novembre pour les touristes internationaux, sous condition que les touristes soient vaccinés. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, ça a aussi un impact ça va avoir un impact, je pense, sur les marchés immobiliers, puisque vous avez des gens qui ont fait des affaires à distance qui vont découvrir des biens. Malheureusement, pour certains, je pense que ça va être une déception. Pour d'autres, ça peut être une bonne surprise. Ça va être dans tous les cas aussi eh bien, un dynamisme nouveau sur certains marchés. Mais donc, ça risque de redistribuer certaines cartes, puisqu'il y a des gens qui pourront prendre certaines décisions, revendre des biens, en acheter. En tout cas, ça va être quelque chose à considérer aussi, effectivement, puisque les Européens sont une partie importante des acheteurs aux États-Unis. Il y avait aussi un shutdown avec la Chine, qui sont aussi des gens qui achètent beaucoup d'immobilier aux États-Unis. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce que ça va pouvoir avoir comme conséquence, mais en tout cas, il va forcément avoir un impact, puisqu'aujourd'hui, les affaires étaient, dans certains cas, plus compliquées forcément, ou alors même complètement mises en stand-by pour certaines personnes qui ne voulaient pas travailler à distance. Donc voilà, à prendre en considération. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde cherche du rendement. C'est le but, bien sûr, de cette discussion qu'on a ensemble aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, puisqu'aujourd'hui, les gens qui ont un bon actif dans les mains, qui rapportent correctement, ne le vendent pas, ou alors s'ils le vendent, c'est clairement bien un prix qui est loin d'être donné. Et donc, les taux ils vous donnent ce qu'on appelle un cap rate, une rentabilité. Ils calculent un prix en fonction de la rentabilité qu'ils veulent vous donner, qui est quand même très basse. En moyenne, en Floride aujourd'hui, sur un bien commercial, c'est-à-dire voilà, un bien d'investissement, la plupart des vendeurs vont vous donner 6% net. C'est à peu près là-dessus qu'ils basent leur prix. Ce qui est évidemment pas très haut par rapport à ce qu'on a pu connaître. Mais effectivement, il faut du coup essayer de chercher un petit peu en dehors, on va dire, du spectre habituel et trouver des choses un petit peu en dehors ou travailler d'une manière différente. Malgré tout, on peut trouver des choses qui rapportent plus que ça. En Floride, aujourd'hui, notre cible, c'est entre 8 à 12% net de rentabilité en fonction du risque que l'on veut avoir. Mais c'est possible de trouver mieux. Maintenant, sur des aires, effectivement, où il y a beaucoup plus de compétition, je pense encore aux grandes aires urbaines de Floride, par exemple, comme Miami, clairement, les rendements sont beaucoup plus faibles que ça. Il y a beaucoup de concurrence. Encore une fois, je pense qu'il faut aussi regarder précisément les marchés et pas aller acheter du rendement au rabais. Ce que j'appelle du bon rendement, c'est que l'actif est quand même une bonne valeur, qu'on soit sur un marché homogène où les biens ont tous une valeur similaire. On a une qualité aussi sur le bien, c'est-à-dire des biens qui soient pas trop anciens. Il faut comprendre aussi que la politique de certaines villes a beaucoup évolué ces derniers temps et les villes mettent en place beaucoup plus de règles. Je parle encore de manière générale, mais c'est vrai dans des zones qui sont chassées par les investisseurs. Et donc, évidemment, ça peut poser des problèmes, notamment pour des acheteurs qui sont à l'international, parce qu'ils devront faire appel à un moment ou à un autre à des gens pour les accompagner, notamment si c'est des règles sur une maintenance, un besoin en maintenance ou des règles où les biens doivent être améliorés d'une manière ou une autre, très clairement, ça pose évidemment des questions financières et donc ça peut ne pas être forcément une bonne affaire. Euh, En ce moment, par exemple, j'ai travaillé sur le marché de Cleveland dans l'Ohio. Je pense à ce marché-là que je connais. La ville a décrété depuis début 2021 que tous les biens qui datent d'avant 78 devront passer une certification au plomb. Alors, ça ne concerne pas les enduits qui sont appliqués ou les peintures qui sont appliquées aujourd'hui, mais des enduits qui ont été appliqués à l'époque. La problématique qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, tous les biens ont été construits, ou la majorité des biens sur le marché ont été construits avant 78. Et effectivement, ça pose un gros problème parce que cette certification, pour pouvoir l'obtenir, il va falloir réenduire ou repeindre une grosse partie des biens, aussi bien à l'extérieur ou à l'intérieur. Et sur des biens qui ont peu de valeur aujourd'hui, eh ben, vous allez clairement avoir des gens qui vont s'en sortir pour des dizaines de milliers d'euros parfois, euh, et évidemment avec des loyers qui sont toujours assez faibles sur ces marchés-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut être assez précautionneux. En Floride, en tout cas, moi,
Ce que je recommande aux clients investisseurs, c'est d'aller sur des biens qui sont post-1992 pour avoir des biens qui correspondent aux normes ouragan post-Andrew, qui était le gros ouragan qui a eu lieu en 92, et donc des biens qui sont sur des élévations, donc un terrassement qui est plus élevé, notamment pour limiter les risques d'inondation, sur des biens aussi qui sont plus récents, notamment en termes d'approbation aux règles ouragan. Donc ça, c'est des petites choses, voilà, sur lesquelles il faut être assez précis, mais en tout cas, je vous invite vraiment à regarder entre les lignes sur la technique même, les prérequis techniques sur les biens et les différentes natures des biens qui sont présentes sur le marché, parce que ça peut avoir un impact à très court terme sur la gestion de votre bien et surtout sur eh bien, vous, un besoin en maintenance et du coup beaucoup d'argent à investir juste après avoir acheté le bien. Très clairement, ce que je voudrais vous dire surtout, c'est plutôt privilégier des classes de biens supérieurs. Aux États-Unis, on a 4 classes, A, B, C et D, même 5 classes. A étant les biens de luxe, c'est-à-dire dans les meilleurs quartiers, les biens, les biens les plus haut de gamme, et D étant vraiment les biens les plus bas de gamme dans les moins bons quartiers. J'aurais tendance à aujourd'hui conseiller aux investisseurs d'aller plutôt sur des biens de classe B, qui sont aujourd'hui des biens de classe moyen, destinés à des locataires de classe moyenne, moyenne supérieure. Certes, il y aura un petit peu moins de rendement, mais vous aurez aussi plus de stabilité. Les rendements sur cette catégorie-là évoluent particulièrement bien. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous achetez un bien qui va proposer un peu moins de rendement, vous aurez sans doute plus de sécurité sur l'augmentation des loyers et du coup une rentabilité qui va très bien augmenter dans le temps, mais surtout vous aurez la sécurité sur votre actif. Si vous devez liquider demain, eh bien, vous aurez sans doute plus de sécurité pour repartir avec une plus-value ou en tout cas ne pas repartir avec une moins-value, parce que je pense qu'il y a des marchés qui clairement vont aller vers une moins-value dans certains cas. C'est pour ça que je parle de fondamentaux économiques sur ce slide. Vous avez des marchés qui ont beaucoup augmenté, mais qui parfois, à mon sens, ont augmenté sans avoir de réels fondamentaux économiques. Je vous expliquais un peu plus tôt pourquoi est-ce que les marchés en Floride, notamment sur Charlotte County, ont autant augmenté. Nous, on a clairement un déficit de biens. On n'a pas d'inventaire, pas assez d'inventaire, on a trop de gens qui arrivent, et donc il faut arriver à mettre un toit au-dessus de la tête de la plupart de ces gens qui arrivent. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que les gens se disputent les biens aussi bien à l'achat qu'à la location. En moyenne, aujourd'hui, sur Charlotte County, il faut faire 17 offres avant d'être sous contrat, c'est-à-dire avant d'avoir la possibilité d'acheter un bien et d'avoir une acceptation d'une offre par un vendeur. Il faut faire 17 offres en avant. Donc, c'est clairement un marché de vendeurs. Et je pense que même si demain le marché est ralenti, on sera toujours sur une augmentation moins importante, mais une augmentation des biens, tout simplement parce que je crois qu'on a un inventaire qui est trop court de 3 à 5 ans. Ce n'est pas le cas de tous les marchés, loin de là. Il y a des marchés qui, clairement, ont assez de biens à proposer, mais où il y a une spéculation autour d'investissements, puisque les biens peuvent être peu chers et les gens ont eu la possibilité de les acquérir pour tous les éléments que je vous ai apportés plus tôt. Ils ont eu du cash, ils ont eu la possibilité d'avoir accès à du financement. Malgré tout, c'est pas, à mon sens, du bon rendement, puisque clairement, derrière ça, il faut qu'il y ait un besoin. Voilà. Donc, s'il y a des biens disponibles, mais pas un besoin derrière de locataires, clairement, ça va poser un problème sur la valeur des biens à terme. Les loyers, généralement, restent assez bons aux États-Unis, même si on a une diminution des prix de vente. Malgré tout, il peut très bien avoir aussi une diminution des prix des loyers dans certains cas. Il y a un marché qui a beaucoup augmenté dès le départ, juste après le début de la pandémie, c'est le marché de Boise, dans l'Idaho, qui est un marché en fait assez proche de la Californie. Donc, il y a beaucoup de Californiens qui sont allés se relocaliser là-bas. Vous savez que les boîtes californiennes, il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans les technologies, permettent à l'employé d'être dans une liberté assez importante. Il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui vous donnent le nombre de semaines de vacances que vous voulez dans la Silicon Valley notamment. Ça peut frotter à sourire. C'est pas pour ça que les gens sont tout le temps en vacances, tant qu'ils font le job, c'est ce qui les importe. Mais du coup, voilà, c'est ce type d'entreprise-là dans lesquelles beaucoup de salariés californiens travaillent. Donc, ils sont assez libres de travailler d'où ils veulent. Et donc, ils sont partis à Boise pour beaucoup. Et donc, ça a fait exploser le marché de Boise dans l'Idaho. Aujourd'hui, le marché de Boise est en récession depuis environ un trimestre. Donc, vous avez aujourd'hui des gens qui ont acheté plus cher que ce que vaut le bien aujourd'hui. Alors, c'est OK si vous gardez le bien, bien sûr, si le bien continue à vous rapporter de l'argent. Par contre, si vous devez liquider le bien aujourd'hui, vous allez perdre de l'argent tout simplement. Vous êtes en equity négatif, comme on dit. Donc, ça, c'est pas très positif, bien sûr. Je vais enchaîner du coup avec des choses qui sont un peu plus relatives à notre manière de fonctionner en Floride
pour que vous compreniez comment est-ce qu'on arrive à générer du rendement, de la rentabilité, comment est-ce qu'on arrive à générer de la plus-value, puisqu'on est sur un marché qui aujourd'hui arrive à mixer ces deux aspects qui sont à mon sens nécessaires, puisqu'ils peuvent se compenser l'un à l'autre et repartir et permettre à l'investisseur de repartir de manière positive. Donc déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que sur la Floride, en tout cas sur la plupart des marchés que je connais et surtout le Charlotte County où on travaille, tous nos clients investisseurs étrangers, sauf cas exceptionnels, ont obtenu un financement pour leur acquisition immobilière. Ça, c'est quand même un vrai point positif puisque ce n'est pas le cas de tous les marchés immobiliers aux États-Unis. Il y a beaucoup de marchés où il n'y a pas ou peu de financement, à la fois d'ailleurs pour les Américains, mais aussi pour les investisseurs étrangers. Nous, on a la solution. Un, c'est les banques prêtent très facilement sur notre marché parce qu'elles considèrent que c'est un très bon marché. Donc ça, c'est quand même un très, très bon garde-fou, je pense, pour les investisseurs. On est sur un marché homogène qui croît en valeur, qui croît en termes de volume. On est sur des fondamentaux démographiques qui sont très bons, puisque le comté continue à augmenter sa démographie de manière importante. Et du coup, ça rassure les banques et donc on a accès à du financement. Alors pour les étrangers, généralement, on est sur du financement de l'ordre de 70 à 75% de l'acquisition d'un bien. Donc si on parle d'un bien à 300 000 dollars, eh bien 200 000 dollars seront financés par la banque. Donc vous aurez à apporter 5 000 dollars en cash, qui est quand même très positif. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle aussi un effet de levier, puisque la banque, comme je vous le disais aujourd'hui, prête à des taux qui sont assez compétitifs. Je vais parler de manière globale, mais aujourd'hui, un investisseur étranger peut s'attendre à avoir un taux entre 3 à 6% environ de taux d'emprunt. Ça peut paraître beaucoup plus élevé qu'en Europe, c'est le cas. Maintenant, il faut comprendre que nos rendements aussi sont beaucoup plus élevés. Donc, même si vous empruntez à 4% ou à 4,5% sur 30 ans, qui est, on va dire, la norme aux États-Unis, même si on peut emprunter sur beaucoup plus court, on peut emprunter sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, il n'y a pas de problème. Mais on est plutôt orienté cash flow, on va dire, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on préfère rembourser, mettre du temps à rembourser. Et comme ça nous permet d'avoir du rendement de manière beaucoup plus euh, facile. Et bien, avec un emprunt sur 30 ans à 4,8%, vous pouvez très facilement avoir l'effet de levier qui va vous permettre d'avoir un rendement sur le cash investi de l'ordre de 10% net. Donc, c'est quand même très positif. On peut même emprunter encore plus. Parfois, c'est même jusqu'à 75% de financement par la banque, voilà, sur du résidentiel. Donc, c'est quand même très intéressant. Il faut comprendre aussi que le financement va apporter un incentive fiscal très important, puisque déjà le taux d'emprunt, l'intérêt de l'emprunt est retraité comptablement et passe comme une charge. En plus de ça, vous savez que les biens aux États-Unis sont amortis sur 27 ans et demi. Donc, dans notre cas, il y a très très peu de clients qui ont à payer de l'impôt, ou s'ils ont à payer, c'est vraiment minime. Donc ça, c'est quand même très important. On est aussi en Floride, où vous le savez, on est un des rares États où on n'a pas d'impôt sur le revenu. Et notamment, si on met en place une LLC, eh ben, l'imposer sur le revenu. Et donc, vous avez seulement l'impôt de Washington à payer. Alors, quand je parle de pas d'impôt, il y a quand même l'impôt fédéral qui est celui de Washington, mais on n'a pas d'impôt supplémentaire, ce qui n'est pas le cas ce qui est assez rare aux États-Unis. Hein. Vous allez en Californie, à New York, vous allez dans le Michigan, dans l'Ohio, vous avez de l'impôt à payer en plus de votre impôt fédéral dans la plupart des cas. Donc ça, c'est quand même très important de le comprendre. Financement plus fiscalité, déjà, ce sont deux éléments cachés de votre rendement qui vont vous permettre de doper votre rentabilité. Ça, c'est quand même important. L'autre chose, nous, pour doper le rendement, évidemment, c'est qu'on travaille sur la location courte durée. Pour nous, il y a un intérêt évidemment financier pour doper le rendement de nos clients, mais l'autre intérêt, il y a d'autres intérêts aussi, bien sûr, au-delà du rendement. C'est déjà la première chose, c'est qu'on garde le contrôle du bien, puisqu'on a des gens qui restent pour une période donnée. On a un dépôt de garantie à chaque fois que les gens rentrent dans le bien. Et donc, on a bien sûr la possibilité de garder ce dépôt de garantie s'il y a un problème quelconque sur le bien. La différence aussi, c'est qu'on investit sur des biens qui sont plus haut de gamme. Donc, on a des biens qui ont une appréciation qui est plus stable et surtout qui peut être beaucoup plus importante. Donc, on peut à la fois travailler sur le rendement et également la notion de plus-value. Encore une fois, la plus-value, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire maintenant. Quand on est sur une homogénéité et qu'on a également des biens qui sont de qualité bien situés, c'est-à-dire proche des plages. Nous, c'est la target que l'on a, c'est-à-dire que tous les biens que l'on cible aujourd'hui sont un maximum 15 minutes d'une plage, voilà, dans des quartiers résidentiels de bonne qualité. Vous avez des biens qui vont s'apprécier beaucoup plus.
Donc, on peut avoir un petit peu, comme on dit en français, le beurre et l'argent du beurre, avoir le rendement et le potentiel de plus-value, donc aller sur des produits beaucoup plus patrimoniaux, évidemment. Euh, Vous avez également la possibilité sur la location court terme d'acheter un bien où vous allez pouvoir profiter du bien. Ça, c'est quand même un intérêt que beaucoup de nos clients utilisent, notamment l'été, puisque nous, la haute saison en fait va commencer maintenant, c'est-à-dire que notre haute saison en Floride sur Charlotte County, c'est fin novembre jusqu'à fin mai, où on est à peu près à 95% de taux d'occupation, pour pas dire 100%, et où les gens payent leur nuit cher. Et l'été, on est plutôt sur des taux d'occupation de 60 à 65%. Cette année, on a eu un taux d'occupation record l'été à près de 85%. Je pense que la tendance qui va continuer dans le temps. Maintenant, retrouver 85% l'été sur notre taux d'occupation, qui est notre saison basse, ça sera peut-être moins évident. En tout cas, on reste avec quand même des chiffres. Quand je vous parle de cible de 10% net de rendement, c'est basé sur ces chiffres-là. Et donc, l'intérêt, c'est que l'été, évidemment, vous avez de la vacance, un peu plus de vacances, et donc vous allez pouvoir venir profiter de votre bien 2-3 semaines par an, ce qui est pas désagréable. En tout cas, aucun de nos clients se sont plaints par rapport à ça. C'est une option, c'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus aussi en faisant de la location court terme. Bien sûr, si la location court terme ne fonctionne pas, la plupart des biens peuvent être remis sur le marché sur la location long terme. L'autre bonne nouvelle, c'est comme je vous le dis, on est sur des marchés qui sont très liquides. Donc demain, ça marche pas, on remet le bien en vente en quelques jours, parfois c'est quelques heures, le bien peut être vendu et vous avez la possibilité, bien sûr, de refaire ce qu'on appelle un flip, de revendre le bien avec une plus-value, même si vous avez un frais d'agent, un frais de notaire. Ça peut être fait de manière assez évidente. Je peux vous donner un cas précis. Actuellement, je suis sous contrat sur une des maisons que j'ai acquis en mars 2021 sur Rotonda West. Donc, c'est une ville où on investit particulièrement sur Charlotte County. C'est une des maisons de mon portefeuille que j'ai acquis à 285 000 dollars. J'ai mis la maison sur le marché en 72 heures. J'étais sous contrat. Et donc, je suis sous contrat à 390 000 dollars sur la maison. Donc, j'ai une plus-value qui va être de l'ordre de 100 000 dollars, on va dire, allez, 90 000 dollars en payant les frais de notaire. Mais donc, voilà, ce n'était pas du tout mon projet initial puisque c'était une maison qui était en location court terme et qui marchait très, très bien en termes d'occupation. Maintenant, j'ai préféré tout simplement profiter de faire une plus-value et du coup, je rachète une maison plus haut de gamme qui sera plus chère, mais donc je monte en gamme en termes de biens. Voilà, je suis tout simplement dans l'esprit que je viens de vous donner, c'est-à-dire plutôt aller vers des actifs plus élevés pour sécuriser au maximum le patrimoine. Je pense que c'est une très bonne manière de faire aujourd'hui dans une période qui encore aujourd'hui reste, on va dire, un peu incertaine, même si on a une sécurité, je pense, plus importante sur le marché sur lequel nous on agit sur le sud-ouest de la Floride. On a aussi une très bonne occupation. On essaie d'être le plus professionnel possible, bien sûr, notamment en matière de marketing. On fait venir un photographe professionnel pour tous les biens qu'on met en listing sur eh bien, les plateformes qu'on utilise pour de la location court terme, que ce soit VRBO, alors qu'on connaît peu en Europe, mais qu'on utilise beaucoup aux États-Unis et qui remplit la quasiment totalité du planning des maisons. Et puis en complément, on a bien sûr Airbnb. Mais donc, on utilise ça, on a une description professionnelle du bien pour bien sûr faire rêver un peu les gens qui vont venir booker le bien. Et puis derrière, on agit aussi un peu comme les compagnies aériennes ou les compagnies ferroviaires pour avoir un maximum d'occupation. On travaille sur ce qu'on appelle du yield management, c'est-à-dire on a une stratégie de prix précise et pour en last minute, même avoir des bookings qui se font pour avoir le maximum d'occupation sur les biens. Bien sûr, eh bien, la réactivité et la relation client sont très importantes. Et puis, on a un vrai travail qui s'opère sur les algorithmes, notamment sur Airbnb et Virabio, les deux logiciels qu'on utilise beaucoup et dont je viens de vous parler. Donc, en fait, la location court terme peut faire peur à certaines personnes. Je le conçois, il y a des gens qui m'en parlent, mais très franchement, si on cible le bon actif, aujourd'hui, notre cible, c'est toujours la même, au moins une maison de 3 chambres, 2 salles de bain, toujours la piscine, sur un bien de qualité qui est à 15 minutes des plages. Vous aurez un bien qui va vous faire un rendement entre 8 à 12% net par an, tout payé. Avant impôt, on pourrait même dire après impôt, parce que comme je vous l'ai dit, vous allez avoir peu ou pas d'impôt, avec la possibilité de mettre un financement dessus et, euh, et avoir un bien qui s'apprécie continuellement. Aujourd'hui, nos clients qui ont acheté en 2020, ils revendent aujourd'hui leurs biens
il y en a certains, ils vont faire une plus-value qui est de 30% sur ce qu'ils ont acquis. Donc, c'est assez énorme. On a des gens qui ont acheté des biens, j'ai en tête des biens récents à 395 000 dollars. Je sais qu'aujourd'hui, la valeur de ces biens serait autour de 500 000 dollars. Donc, vous avez, vous avez vraiment la possibilité de mêler rendement et plus-value sur ce marché et c'est ce qui est plaisant, je trouve, ce qui est sécurisant aussi d'un point de vue investisseur, surtout dans un, on va dire, sur une période actuelle qui encore peut laisser place à certaines surprises, je pense. Donc voilà le Charlotte County, on est ici sur la côte sud-ouest de la Floride. Et donc, nous, on agit particulièrement sur cette pointe-là du Charlotte County, donc sur la zone de Rotonda, la zone de Placida, Capes, qui sont les zones les plus chères. Cette partie-là de Port Charlotte qui s'appelle euh, South Gulf Cove. Notre bureau est ici à Inglewood. Voilà. Donc, c'est vraiment cette zone-là qui nous intéresse parce qu'on est juste à côté des deux plages. Donc, la plage de Manosotaki, qui est ici, et la plage de Boca Grande ici. Peu de gens le savent, mais Boca Grande est aujourd'hui le code postal le plus cher de Floride. C'est l'île des milliardaires. Vous avez, en fait, c'est Palm Beach sur le côté Brooklyn. C'est des gens qui préfèrent être plutôt tranquilles. Mais donc, cette petite île accueille beaucoup de gens fortunés. Et donc, évidemment, ça draine aussi beaucoup la valeur des biens de Placida et Capes qui sont ici, qui aujourd'hui évoluent beaucoup de par la proximité de Boca Grande, puisque l'île n'est pas extensible. Et donc, aujourd'hui, il y a très peu de possibilités d'acquérir des biens. Voilà. Les prix ont énormément évolué sur toute cette zone, évidemment, mais je pense que dans le futur, ça sera encore beaucoup plus cher que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Ça reste encore aujourd'hui un très bon achat, puisqu'à 15 minutes des plages, on peut acquérir une maison qui que l'on peut acheter moins de 400 000 dollars, une maison de 3 chambres, 2 salles de bain qui fait plus de 150 mètres carrés avec une piscine. La même maison, vous la mettez de l'autre côté sur les zones tout à l'heure qu'on évoquait avec Vanessa, sur Fort Lauderdale, Dania ou Pompano, vous êtes au moins au double, si ce n'est au triple, sur certaines zones. En ce moment, c'est les prix que se négocie ce type de bien. Voilà. Donc le vrai intérêt aujourd'hui, c'est qu'on est encore sur un marché abordable, qu'on est sur un marché qui augmente, qui a des fondamentaux qui sont très bons. Pour moi, c'est un marché qui est très bon en termes d'investissement, tout simplement. Voilà. En Floride, je trouve que les fondamentaux sont là. En tout cas, sur le sud de l'État de Floride, il faut bien comprendre qu'entre le nord de l'État et le sud, c'est deux Florides différentes, entre guillemets. Mais aujourd'hui, on a des vases communicants entre la côte est de la Floride et la côte ouest, où on a bien des gens qui partent de la zone de Miami pour venir vivre sur la zone du sud-ouest, Fort Myers, Port Charlotte, Sarasota ou Tampa, parce que c'est plus abordable, parce que la qualité de vie est bonne, parce que aujourd'hui vous arrivez plus facilement sans doute pour les familles à élever des enfants. Aujourd'hui, le marché de Miami est devenu un grand marché de luxe. Vous avez beaucoup de gens qui viennent des grands États du Nord qu'il faut exploser les prix. Et donc, ça pose un problème pour des gens en termes de matière de pouvoir d'achat. Et puis, à côté de ça, vous avez tout le sud de la Floride quand même qui draine beaucoup de gens du Nord. Donc, pour moi, c'est quand même gage de qualité. Il y a le Texas qui est un peu le même, dans le même esprit. Je connais moins l'État là-bas. Je sais que d'un point de vue fiscal, c'est moins intéressant. Mais c'était des phénomènes qui étaient grandissants sur ces deux États parce qu'on avait des gens qui venaient déjà des États que j'ai mentionnés, Nouvelle-Angleterre ou des États de l'Ouest américain. Et c'est juste que le phénomène s'est accéléré avec le Covid et est encore en train de s'accélérer. Donc, pour moi, c'est juste le bon moment. Euh, on était sur un marché qui était un petit peu caché ces derniers temps, qui est encore pour les Européens, sans doute que vous avez jamais entendu parler de Port Charlotte avant, mais qui, à mon sens, est grandissant. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui s'y intéressent qu'avant, et c'est une des raisons pour lesquelles le marché explose, parce qu'il y a très peu de biens disponibles. Voilà. Donc, je continue à faire des acquisitions là-bas. Il y a des projets qui sont en train de venir. On est en train de, en parallèle, bien sûr, de tout l'aspect transactionnel dont je vous ai parlé, on fait de la construction ici en Floride. C'est comme ça que j'ai commencé sur le Charlotte County. On a aujourd'hui une vingtaine de constructions en cours et on a d'autres projets qui sont en train d'arriver. Je pense que c'est très, très bien pour les investisseurs. Pour nous, c'est compliqué de continuer à construire parce qu'on a beaucoup de règles. La ville a mis beaucoup de règles. Maintenant, dès que les produits sont finalisés, évidemment, ça a créé de la rareté entre-temps, puisque le county met beaucoup de règles. Mais
les choses font qu'à la fin, ça reste une très belle affaire parce qu'il y a toujours cette rareté sur le marché. Voilà. On propose toujours des maisons en construction, bien sûr, Pierre. C'est quelque chose de récurrent. Bien sûr, on a des duplex et des maisons en construction. Là, justement, on repart sur un petit lot de duplex. C'est des choses qu'on a commencé à faire il y a 2 ans maintenant. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des clients qui ont acheté des duplex 395 000 dollars il y a 1 an et demi, qui aujourd'hui valent 500 000 dollars. C'est la réalité du marché, avec des loyers qu'on avait projetés il y a 1 an et demi. Duplex, donc c'est 2 maisons jumelées côte à côte sous un même toit, donc c'est un seul propriétaire. On avait à l'époque, je me rappelle, projeté 1350 dollars de loyer par unité. Aujourd'hui, chaque unité est louée 1700 dollars par côté, donc il y a eu plus 700 dollars entre-temps d'augmentation de loyer, ce qui est massif. Et je pense que demain, ça sera loué 1900 dollars par côté, donc chaque duplex va rapporter quelque chose comme 3800 dollars de revenus bruts, alors qu'il y a 1 an et demi, on avait projeté 2800 dollars. Donc, les augmentations sont rapides, continuelles. Le marché sera juste à la Floride. Voilà, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que oui, Miami est beaucoup plus cher, donc Port Charlotte augmente aussi. Et à côté de ça, on a des gens aussi qui viennent avec beaucoup plus de moyens, donc c'est logique. Mais oui, on continue la construction également, bien sûr. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté sur cette présentation, sur ce webinar. Et puis si vous avez des questions, encore une fois, ou eh bien, vous voulez avancer sur un projet d'investissement, n'hésitez pas à me contacter. On pourra reprendre une consultation téléphonique ou une vidéoconférence plus précise. Si vous avez un projet, l'adresse, je la remets, contact@investir.us. Et puis voilà, je serai à votre disposition si vous voulez avancer sur un projet d'acquisition d'un bien neuf pour une construction ou sur une transaction, bien sûr. N'hésitez pas. Voilà. À bientôt. Bonne journée.